Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Warzone, votre podcast spécial baseball universitaire, mais pas que. Bien content de vous retrouver, je vais faire une intro très rapide puisqu'en fait cet épisode, pour ceux qui ont suivi, est en fait la suite de l'épisode précédent. Vous savez, cette preview que je voulais faire en un coup, en un saut, Big 12, Big 10 et les regrouper, puisque pour moi c'était un peu, sur la saison dernière, des conférences un peu miroirs. Du fait du temps incroyable que juste la Big 12 m'a donné, je me suis dit que j'allais couper en fait l'épisode du coup en 2 épisodes. Et c'est pourquoi là on se retrouve sur la deuxième partie. Très rapidement avant de la commencer, bien sûr, vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur vos plateformes d'écoute et sur YouTube. Plateforme d'écoute préférée bien entendu. Et le Homera, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. On va y aller sans plus tarder. Allez, c'est parti. Alors pour rapidement rappeler le contexte, pourquoi je dis que ces conférences ont été un peu miroirs, puisque ces deux conférences ont eu un réalignement, ou en tout cas ont eu des équipes qui sont arrivées de la Pac-12, feu Pac-12, et donc ce réalignement a amené certaines évolutions dans ces différentes conférences. Pour la Big 12, il s'agissait en fait de pouvoir renforcer encore plus son statut de troisième meilleure conférence du pays, malgré le départ bien sûr de Texas et d'Oklahoma. Pour la Big 10, c'était de enfin pouvoir être vu comme une powerhouse conférence, une des conférences les plus fortes en baseball, puisque c'est déjà le cas en basket et en football, mais par contre en baseball, ils sont un peu derrière. On l'explique souvent, bien sûr, par rapport rien qu'à la géographie. Je rappelle que le baseball universitaire et le softball universitaire, ce sont des compétitions, on va dire, de printemps. Mais quand on dit de printemps, elles commencent dès février. Et pour vous le dire, actuellement, surtout avec les dernières tempêtes de glace et de neige, il fait très froid. Et d'autant plus pour ces équipes de Big Ten qui sont pour la plupart localisées, on va dire, dans le nord du Midwest et dans le nord-est. Avec les équipes qui sont arrivées donc la saison dernière de Pac-12, des choses ont changé, déjà en termes de logistique, puisque si Oregon et Washington sont des équipes du nord-ouest des États-Unis, l'Oregon tout simplement, et l'État de Washington sont donc au nord-ouest. Pour USC et UCLA, les deux autres équipes de Pac-12 venues, c'était clairement beaucoup plus compliqué, puisque ce sont des équipes de la Californie et du sud de la Californie. En tout cas, elles apportaient avec elles un certain savoir-faire. Je rappelle que la Pac-12, avant son éclatement, était la conférence certainement avec le plus de titres. Peut-être maintenant c'est plus exactement le cas, puisque la SEC a quand même beaucoup de titres. Entre LSU, South Carolina, Tennessee, Vanderbilt, Florida, etc. Enfin, et puis Texas qui a rejoint du coup la SEC. Donc peut-être maintenant la SEC est la conférence la plus titrée en termes de titres par conférence. Mais la Pac-12 est tout en haut aussi dans cette sphère-là. Tout ça pour dire que voilà, l'ajout de ces équipes-là devait permettre d'avoir un boost au niveau des programmes de la Big Ten, que ce soit les programmes qui étaient déjà en progression sur la saison précédente, sur la saison 2024, comme Penn State, avec l'arrivée de Mike Gambino, comme Illinois aussi, qui nous avait montré de belles choses, Purdue qui nous avait fait des belles choses au niveau global, peut-être moins au niveau purement de conférence, Nebraska qui avait remporté le tournoi de Big Ten 2024 tout d'abord, et qui était là en train de se poser comme une fac de retour au premier plan dans cette conférence, et puis bien sûr Michigan, l'une des facs qui est allée, je pense que c'est la dernière fac de Big Ten à être allée au College World Series 2019. Donc voilà. Je vais pas vous énoncer toutes les équipes, de toute façon on aura le temps d'en parler vu qu'il y en a pas mal en Big Ten. Mais voilà, avec l'ajout de ces 4 équipes, on espérait voir une sorte d'émulation. Et en fait, ce qui s'est passé, on peut pas dire que ça a complètement réussi, dans le sens où certes, on a vu un jump dans le nombre d'équipes Big Ten qualifiées pour le tournoi national. Mais quand on regarde au plus près, en fait ces équipes-là, c'était pour la plupart des équipes tout simplement de la Pac-12. Je le rappelle, Oregon a terminé première de la saison régulière avec UCLA en Big Ten. Nebraska a remporté le titre de Big Ten via le tournoi de Big Ten en finale face à UCLA.
Donc c'était la seule équipe non ex-Pac-12 qualifiée pour le tournoi national, puisque la troisième équipe qualifiée des 4 équipes qualifiées au global, c'est USC. Donc UCLA, Oregon, USC et Nebraska sont allés au tournoi national. Parmi ces 4 équipes, 3 sont en fait issues de la Pac-12. Et puis même Washington, si je me rappelle bien, en termes de standings, en termes de classement, a terminé pas si loin que ça, parce qu'ils ont terminé en termes de saison régulière de Big Ten à la 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ouais, 5e place, 17-13. La seule équipe qui a vraiment tiré son épingle du jeu en termes de saison régulière Big Ten seulement, pas au global, mais en termes de saison régulière Big Ten, c'est Iowa et sa factory de pitcher, qui a fait une très belle saison à 21-9, qui était jusqu'à la dernière série potentiellement encore dans la course au titre de saison régulière de Big Ten. Mais ensuite, ça s'est vite... on a vite vu le gap. Par exemple, on a eu des très belles saisons d'Indiana, dont c'était la dernière saison pour, comment il s'appelle, Devin Taylor. Michigan aussi a fait une belle saison. Nebraska, Penn State et Rutgers, j'ai envie de dire Rutgers qui était un peu de retour après 2-3 saisons un peu plus délicates. En tout cas en Big Ten, ils ont terminé à l'équilibre. Quand on a vu des équipes comme Illinois être un peu en deçà de ce qu'on pouvait prévoir au vu de ce qu'ils avaient montré en 2024 et le fait que la plupart des joueurs de 2024 étaient là en 2025. Mais ensuite, voilà, on a eu pour le reste des déceptions. Alors, j'ai bien aimé la saison de Purdue. Purdue a terminé en 31 victoires, 23 défaites. Même si le calendrier n'était pas non plus des plus exceptionnels hors conférence, mais ils ont terminé en 11-19 dans la conférence. Et Maryland, malheureusement, ils n'ont pas réussi à rebondir pour l'instant. Depuis la perte de leur coach. Oh là là, j'oublie toujours son nom. Alors que j'adore ce coach et on est de la même génération. Rob Vaughn. Rob Vaughn. Retenez bien ce nom, c'est le coach qui a fait de Maryland entre 2021 et 2023 la meilleure équipe de Big Ten et de loin. Ils avaient même réussi un streak où ils étaient invaincus en Big Ten quasiment sur 2 ans. Ils allaient régulièrement au tournoi national et c'est juste qu'au tournoi national ils étaient un peu décevants du fait du pitching qui était assez aléatoire. Mais voilà, Maryland depuis le départ de Rob Vaughn, c'est compliqué. Alors qu'ils ont quand même eu encore des classes de joueurs assez intéressantes en termes de transfert, en termes de joueurs venant du lycée. Ça semblerait que ça ne clique plus pour l'instant. Mais donc bref, 2025 s'est bien passé pour la Big Ten au global grâce en fait au fac de Pac-12. Et on sait que la Big Ten c'est une des conférences les plus riches, les plus potentes financièrement, mais le principal de son argent part quand même dans le football et le basket. En 2026, on a donc maintenant une conférence établie avec ces 4 têtes d'affiche de Pac-12 maintenant complètement intégrées à la Big Ten, avec d'autres équipes de Big Ten qui vont vouloir soit rebondir, soit confirmer. Et on va pouvoir donc commencer cette preview tout simplement en commençant un peu comme pour la Big 12, pour moi des équipes du bas du tableau jusqu'aux équipes plutôt du haut du tableau. Et on va commencer par l'équipe pour laquelle il y a beaucoup encore de questions, c'est Ohio State. Alors, Ohio State, c'est assez intéressant puisqu'ils ont récupéré un coach qui a fait ses preuves dans les mid-majors, Justin Hare. Et Justin Hare, il est venu avec des idées claires, avec un principe fondamental, c'est juste qu'il n'a pas l'effectif en fait pour pouvoir mettre en place vraiment ce qu'il veut mettre en place. Quand je parle de l'effectif, je parle surtout du pitching staff. Au niveau du line-up, même si là il y a eu quelques départs, notamment via des transferts, le line-up va rester un point fort. Alors désolé pour le son, j'ai eu un petit problème de micro. Mais donc oui, il va rester un point fort, surtout quand on voit ce qu'il veut essayer de mettre en place au niveau défensif. On sait que quand on n'a pas forcément les gros outils offensifs, et de toute façon en général dans le sport, la défense nous permet de gagner des matchs. On est d'accord. Ce qu'il avait mis en place l'année dernière, c'était un groupe qui était très athlétique déjà, avec un certain potentiel défensif. Ça s'est pas exactement traduit au point où on le voulait, mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'était surtout un problème de mental et de confiance. C'est-à-dire que quand on a vu qu'au niveau du pitching staff, ça allait pas du tout, et qu'on se prenait raz-de-marée sur raz-de-marée, du coup on était au four et au moulin défensivement, forcément, plus votre pitching vous abandonne, plus vous êtes exposé, et plus vous êtes prompt à faire des erreurs. Ce qui fait que forcément ça atteint le fielding percentage et compagnie pour la défense.
mais ça serait un peu cruel de résumer la défense à ces métriques-là quand on connaît un peu l'historique et comment la saison s'est déroulée. En tout début de saison pour Ohio State, je ne vais pas en parler trop longtemps non plus, mais on a vu des promesses, notamment dans les tournois, on va dire hors conférence, les tournois de début de saison où vous affrontez différentes équipes. Je me rappelle notamment d'un match face à Alabama qui était de toute beauté, et on a pu voir vraiment le potentiel que pouvait avoir Ohio State. Vraiment des gros joueurs athlétiques, capables de travailler non seulement défensivement mais aussi offensivement. Peut-être un petit manque de puissance, mais ils le comblaient avec de la versatilité offensive, notamment en termes d'explosivité sur base. Et c'était très plaisant à voir jouer. Malheureusement, je peux vous donner l'IRA du pitching staff, c'était 9,62 d'IRA sur toute la saison dernière. Donc c'est forcément le pire IRA de la Big Ten et de loin, mais c'est aussi l'un des pires IRA tout simplement de la nation, hein. On va pas se mentir. Et le problème c'est que là, ils n'ont pas vraiment de pièces. Alors, ils ont ramené des pièces, attention, hein, mais ils n'ont pas de pièces qui ont prouvé à un certain niveau en termes de pitching staff. En contrepartie, par contre, c'est qu'ils ont identifié, bien sûr, hein, c'était difficile de, de ne pas l'identifier, mais ils ont identifié clairement la profondeur, at least, au moins, du pitching staff comme étant un truc à corriger voilà, en priorité. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont peut-être pas des joueurs établis, stars, au niveau du pitching staff, ou en tout cas solides sur les bases des stats précédentes, mais par contre ils ont beaucoup de bras entre guillemets à pouvoir lancer. Ils pourraient tenter de lancer des séries avec des openers au lieu d'avoir des vrais purs starters. Ils pourraient mixer un peu les approches. Bien sûr, s'il n'y a pas de blessure, en tout cas c'est un point positif. L'autre point positif, et c'est là-dessus que je vais m'arrêter sur Ohio State, c'est Lee Ellis. Lee Ellis, c'est leur shortstop. Déjà, l'année dernière, c'était voilà, le rayon de soleil, hein, clairement. Défensivement, il a montré des choses. Pourquoi ? Parce que c'est un joueur qui est athlétiquement vraiment cheaté, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. Il peut couvrir une grosse zone du terrain en tant que shortstop, c'est vraiment une des choses qu'on regarde, que ce soit au niveau de son déplacement, mais aussi au niveau de la force de son bras. Et oui, c'est quelque chose qu'il ne faut pas minimiser. Ce qui est assez... quand vous le voyez, en fait, entre guillemets, il ne paye pas de mine, attention, hein, c'est un athlète, ça se voit que c'est un athlète, mais je veux dire, c'est pas le joueur, quand vous allez le voir, vous allez dire, ah ouais, celui-là, ça sent que athlétiquement, physiquement, en termes de puissance de bras, etc., il est impressionnant, non. Par contre, quand vous allez le voir jouer, vous allez comprendre très très vite que vous avez comment je peux dire ça, un gros joueur. Alors, encore une fois, c'est pas puissance à la batte, c'est pas ça. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va, en tout cas jusqu'à la saison dernière, c'est pas quelqu'un qui allait vous frapper 15-20 home runs et vous produire des points grâce à sa puissance à la batte. Mais il est capable de pouvoir se tenir en termes de discipline au maximum, et dès qu'il rentre sur base, c'est un danger permanent. Je pense que l'autre joueur qui est intéressant, et on va finir là-dessus je pense, puisque c'est quand même important d'en parler, c'est Henry Kaczmar. Pourquoi je dis ça ? Parce que Henry Kaczmar, c'est un peu ces histoires qu'on voit au collège baseball, où en fait il commence d'abord à Ohio State, il est très bon à Ohio State, pardon. Puis ensuite il transfère de côté de South Carolina pour un peu plus d'exposition, puisque c'est un joueur qui est très solide. Et à South Carolina, ça se passe plutôt bien, mais on va dire qu'il loupe une certaine fenêtre. Et en loupant cette fenêtre, il se dit, autant rentrer du côté de Columbus, donc du côté de Ohio State, et je vais apporter mon expérience maintenant, parce que ça va être un senior maintenant, pour pouvoir entourer le line-up et pouvoir amener mon expérience côté SEC qui s'est bien passé en Big Ten. Donc je pense que ça va être encore très compliqué pour Ohio State, c'est pourquoi ils sont tout en bas. Mais on espère voir au moins de la progression au niveau du pitching staff pour pouvoir au moins tenir des matchs. Parce qu'ils peuvent pas continuer à faire des matchs comme ce que j'avais vu face à Alabama, où ils menaient un moment je pense qu'ils menaient de 10 runs, hein. Je pense qu'ils avaient mené très rapidement de 10 runs grâce à leur explosivité, mais leur défense et surtout leur pitching staff leur a fait
tellement du mal que Alabama est revenu assez rapidement et a même gagné le match, je pense 12-10 à la fin, un truc comme ça. À Justin Hare et son staff pardon, de pouvoir trouver les solutions pour rendre une copie quand même moins dégueulasse que la saison dernière, où la saison dernière c'était 5 victoires, 25 défaites en Big Ten. Donc à eux de redresser la barre. Et je viens de passer un long moment sur la dernière équipe du plateau, et sachant que le Big Ten c'est une des conférences où il y a le plus d'équipes, on va quand même essayer de passer un peu moins de temps sur les différentes équipes dont j'ai envie de parler. Sachant que bon, Ohio State, c'est parce que je les ai aussi pas mal suivis la saison dernière, c'était plus facile pour moi d'en parler. Après Ohio State, on va rester un peu en bas. Euh, j'ai envie de dire que Ohio State, c'est vraiment l'équipe que je vois le plus bas. Un peu ce qu'on pouvait voir pour Northwestern les dernières saisons. Northwestern a quand même pas mal redressé la barre et surtout sur une pente ascendante. Donc pour moi, à partir de maintenant, toutes les équipes dont je vais parler, c'est du milieu bas de tableau, mais c'est plus du bas. Donc c'est une autre catégorie par rapport à Ohio State qui pour moi est tout seul en bas. On va commencer avec Michigan State. Alors, nos amis les Spartans, l'année dernière, se qualifient de justesse au tournoi Big Ten, puisqu'il faut le savoir, les 12 meilleurs bilans de la conférence se qualifient, sachant qu'il y a 17 maintenant équipes en Big Ten, j'allais dire Big 12. Donc ils sont qualifiés de justesse, ils ont eu le même bilan que Northwestern qui lui ne s'est pas qualifié dû aux confrontations directes. Mais Michigan State, ça a été assez délicat comme saison, hein, assez difficile. Même s'il y a eu des choses intéressantes, et c'est ce qui fait que je les mets assez bas, c'est que les choses intéressantes, notamment la chose intéressante, c'est leur pitcher, hein, Joseph Dierroy, qui était, je pense d'ailleurs, le meilleur pitcher de Big Ten l'année dernière. Je pense qu'il est pitcher of the year en Big Ten. Il n'est plus là. Et du coup, derrière, des questions vont se poser forcément sur le reste du pitching staff. Alors attention, ils ont quand même des joueurs, euh, des pitchers quand même, on va dire de plutôt bonne qualité, hein, qui pourraient le remplacer en termes de rotation, en termes d'ace. Je pense notamment à des pitchers un peu expérimentés comme Nolan Higgins. Mais c'est clair que ce départ va faire un gros trou. Je pense que si on veut de l'optimisme, hein, au-delà du pitching staff pour Michigan State, c'est dans le line-up puisqu'ils ont en Ryan McKay, un joueur qui peut être potentiellement l'un des meilleurs joueurs de la Big Ten, hein. C'est un deuxième base qui a montré de belles choses en termes de discipline à la batte. Euh, je pense que c'était 319 de moyenne à la batte, c'était 36 walks provoqués contre 31 strikeouts concédés. Surtout, ce qui a été intéressant, c'est qu'il est parti pour essayer de faire progresser sa puissance à la batte, notamment lors de la Cape Cod League, hein, la ligue d'été. Et beaucoup de gens disent que justement il a réussi à continuer à développer ceci. Je pense que là, c'est sa troisième saison, donc il doit être junior, il est potentiellement éligible pour la draft. C'est pas forcément le gros prospect, mais attention, ça va être un joueur à suivre pour Michigan State. Maintenant, ça apparaît assez compliqué de les voir beaucoup plus haut que ça, même s'il faut le rappeler qu'avec 13 victoires et 17 défaites, ils n'ont pas eu un mauvais bilan en soi en Big Ten, hein. Par contre, c'est le bilan au global, un 28-27, qui a été beaucoup plus délicat, sachant qu'ils n'avaient pas non plus un calendrier incroyablement relevé. Donc voilà pour Michigan State. Au passage, je me suis rendu compte que le micro s'est déconnecté au moment où je parlais de Michigan State, donc désolé, vous allez avoir quelques minutes un peu délicates en termes de son, mais normalement là tout est rentré dans l'ordre et je vais faire attention à ce que ça ne se reproduise pas. On va passer à l'équipe dont j'ai envie de parler ensuite, c'est Minnesota. La fac de Ty McDavid, pour moi, est toujours en reconstruction sur cette décennie 2020, mais plutôt sur une pente ascendante, surtout par rapport à la saison dernière. Alors je rappelle, Minnesota, historiquement, c'est une fac reconnue en termes de college baseball, surtout à une époque assez lointaine, on va dire les années 50, 60. Pendant longtemps, c'était une des références du college baseball du Nord, on va dire. Et puis, ils ont eu petit à petit, on va dire, surtout à partir de la fin des années 2010, une sorte de descente aux enfers. C'est devenu de moins en moins une référence de la Big Ten, et donc forcément de la nation par exposition, on va dire. Mais ils ont essayé de tourner la page, hein. La page, bien sûr, John Anderson.
Je suis obligé de rappeler un peu qui c'est, parce que j'en parle à chaque fois assez rapidement, mais sans plus, je pense, à chaque preview, puisque Minnesota n'est pas une équipe, malheureusement, sur les dernières saisons que l'on voit aller loin, donc on n'en parle pas souvent dans la saison. C'est un des coachs qui a gagné le plus de victoires déjà dans l'histoire du college baseball. Je pense qu'il a plus de 1390 victoires. C'est surtout le coach qui a gagné forcément le plus de matchs avec l'université de Minnesota. Il a été coach de Minnesota de 1982 à 2024. Et si c'est vrai que la décennie 2020 a annoncé son déclin, et le déclin donc de la fac, surtout depuis la fin des années 2010 encore une fois, il faut le rappeler que avec lui, Minnesota a gagné 9 titres de Big Ten en termes de tournois de conférence, et 9 titres de saison régulière de Big Ten. Donc c'est assez impressionnant. Il a réussi à amener Minnesota, qui est pourtant pas dans la conférence où on envoie le plus de facs de manière régulière au tournoi national. Il les a envoyés 18 fois. Il est bien sûr au Hall of Fame, notamment de l'association des coachs, l'American Baseball Coach Association. On en a parlé il y a quelques épisodes de cela, avec la rentrée, on va dire, des classes. Donc il a fallu tourner la page, et c'est pourquoi Ty McDavid a repris le flambeau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a réussi à fidéliser des joueurs qui auraient pu être sollicités via le portail des transferts, ou qui auraient pu juste vouloir partir. La saison dernière, ils font 10 victoires, 20 défaites, donc c'est pas oufissime, mais on sent quand même que, surtout en début de saison, c'est une équipe qui est sur la bonne voie. Ils ont vraiment fait un très très bon début de saison, mais le problème, c'est qu'ils n'avaient pas assez de profondeur, on va dire, en termes d'effectifs, et ça s'est vite fait sentir, surtout au niveau du pitching staff, dès qu'il y a eu des blessures. La bonne nouvelle, c'est que la plupart des joueurs reviennent, sauf, je pense, leur ace de mémoire. Non, en fait, leur ace, Cole Selvig, il a donc fait partie des joueurs blessés, notamment il a eu une chirurgie en fin de saison dernière, donc je pensais qu'il n'allait pas pouvoir jouer de la saison, mais a priori, il devrait pouvoir être en mesure de tenir sa place, donc c'est vraiment une autre bonne nouvelle, mais ça paraît toujours un peu léger au niveau du pitching staff. Par contre, il y a des joueurs très intéressants, je pense notamment à Weber News, leur catcher. C'est un joueur qui commence à faire soulever un peu les scouts, les yeux des scouts MLB. Je pense que l'année dernière, il termine avec 15 home runs. Je dis pas qu'il avait les meilleures stats en soi, mais c'est surtout que être capable de montrer des choses assez bonnes offensivement, alors qu'il a une position premium comme celle de catcher, où il a des responsabilités défensives énormes, ça montre un peu le bonhomme et ce qu'il a été capable de faire en tant que leader. Donc on va voir s'il va pouvoir continuer sur cette lancée, et s'il le peut, il pourrait être un nom que l'on voit de plus en plus sur les boarding scouts. En tout cas, c'est le seul joueur, clairement, si on veut parler de potentiel star pour moi, qui rentre dans cette catégorie pour Minnesota. Bien sûr, leur ace Cole Selvig, il peut potentiellement être un peu cette star, on va dire, du pitching staff, mais surtout parce qu'ils n'ont pas de profondeur. C'est-à-dire que c'est pas un pitcher en tant que tel qui est incroyable, mais c'est un pitcher qui vous permet de rester dans les matchs, comme souvent en college baseball, c'est ce qu'on demande aux aces. Et qui, si il revient bien de sa blessure, pourrait vraiment booster un pitching staff quand même en deçà on va dire des standards d'une telle conférence. Donc le pitching staff est ma claire interrogation par rapport à Minnesota, mais en tout cas il y a quelque chose qui se reconstruit là-bas, donc je leur donne le bénéfice du doute. Voilou. On va maintenant parler de Purdue Fac de l'Indiana, qui n'est pas forcément réputé pour le baseball, mais qui a aussi, sur ces dernières saisons, montré des promesses, des choses intéressantes. Et alors que 2024 avait même montré de très belles choses en Big Ten à un certain moment, 2025 a été une sorte de frein ou de rétropédalage en termes de bilan Big Ten. Ils ont terminé avec 11 victoires, 19 défaites, donc dans les bas-fonds, même derrière des équipes comme Northwestern, par exemple, pour ne citer qu'elle, ou Michigan State. Mais au global, ils finissent avec 31 victoires et 23 défaites. Ça reste un bilan positif, même si le calendrier n'était pas non plus exceptionnel hors conférence, mais ils ont eu quand même quelques performances marquantes derrière un style de jeu qui est assez sympathique au niveau défensif, mais qui demande aussi l'implication et la concentration du line-up. C'est-à-dire qu'en fait, dans le pitching staff de Purdue, on a plusieurs joueurs ou plusieurs lanceurs qui sont en fait des pitch to contact
lanceurs, on va dire. Je mixe un peu le français et l'anglais comme d'habitude. Je peux penser par exemple à Colvin Hassen. Euh, c'est un peu leur ace. C'est quelqu'un qui est très malin. Comme j'ai dit, ce sont des joueurs qui vont, des lanceurs en général, qui vont chercher en fait à faire sortir les joueurs sur des ground out, par exemple, des balles très difficiles en fait à frapper dans l'autre sens. Par exemple, lui, il a une sinker qui doit être dans les 85-86 miles par heure, donc c'est pas non plus la plus rapide des sinkers que vous allez trouver sur le marché. Euh, mais c'est quelqu'un qui arrive à vous piéger en fait. Et c'est un peu la marque de fabrique, hein, tout ça de Purdue en général. Ils n'ont pas de lanceurs de haut vol en termes de vélocité en général. Ils ont quelques lanceurs qui peuvent toper des fastballs dans les 90 miles par heure, mais ce n'est pas leur spécialité. Ce qu'ils recherchent encore une fois, c'est de pouvoir provoquer, influencer les batteurs sur des ground balls. Et après compter sur la défense pour pouvoir faire le reste du travail. Maintenant, bah, ça veut dire que la concentration défensive doit être au top, ce qui n'a pas forcément été le cas la saison dernière, et ce qui va devoir être le cas cette saison s'ils veulent vraiment revenir dans le milieu, voire le milieu haut de la meute de Big Ten. J'ai pas beaucoup de joueurs, hein, si ce n'est donc le Cole Van Hassen dont je viens de parler, euh, sur lesquels je peux vraiment vous parler. J'ai envie de vous dire, est-ce qu'ils ont des joueurs intéressants? Ils ont un joueur qui est arrivé, alors, l'année dernière, c'est Eli Anderson, je regardais un peu ses stats. En fait, il avait des très bonnes stats en 2024 quand il était encore en mid-major, alors non, pardon. Eli Anderson, je confonds en fait. Eli Anderson, lui, il était déjà à Purdue, c'est un joueur de Purdue depuis le début de sa carrière. Et lui, en fait, il s'est fait remarquer par une bonne moyenne à la batte, .380, et aussi par un nombre de bases volées qui était très intéressant. Je pense que c'est 20 bases volées ou 19 bases volées, pardon. Et celui dont je voulais parler, c'est CJ Richmond. CJ Richmond, en fait, c'est un joueur qui était à Western Michigan, donc du côté de la MAC. Et là-bas, il avait fait classe de tout. Enfin, il avait fait feu de toutes parts, on va dire. C'était 1.146 d'OPS, c'était vraiment une grosse saison en termes de slugging en général pour lui, dans une mid-major. Le problème, c'est que quand il arrive l'année dernière, du coup, à Purdue, il n'a pas pu vraiment jouer. Il s'est blessé très rapidement. Euh, et on espère justement qu'avec son retour en forme après cette blessure, il va pouvoir en fait booster un line-up qui a l'air d'être plutôt donc orienté sur l'offense plutôt que la defense. Et donc comme j'ai dit, bah, la defense va devoir être quand même beaucoup plus intéressante que ce qu'ils ont montré la saison dernière s'ils veulent pouvoir rivaliser avec les meilleures équipes de leur conférence. Je les vois pas forcément aller très haut, mais en tout cas ils pourraient montrer une certaine progression cette saison. Qui j'ai envie de décrire maintenant. Je réfléchis peut-être Northwestern, tiens. Northwestern, on va pouvoir parler d'eux un petit peu. L'année dernière, c'est une équipe qui nous a montré des belles choses, une belle progression. Ils ont su en fait gagner des séries en Big Ten sur lesquelles on ne les attendait pas forcément. Le petit problème pour moi, ça a été l'irrégularité, c'est-à-dire que d'une semaine sur l'autre, vous pouviez les voir et vraiment tenir la dragée haute, même au meilleur programme de Big Ten, et puis après se faire avoir par des programmes qui étaient en deçà en termes de bilan global au final l'année dernière. Ils ont terminé avec 13 victoires, 17 défaites en Big Ten, 25 victoires, 27 défaites au global, donc rien de fifou, mais on sent qu'il y a cette progression, comme voilà ce qu'on voit pour plusieurs facs en fait Big Ten, hein, dont je viens de parler auparavant, c'est cette idée qu'il y a une certaine progression qu'on voit également donc du côté de Northwestern. Si on veut parler d'un joueur ici, j'ai envie de dire que Ryan Kucherak ou Kucherak, je ne sais pas comment on prononce, est clairement le joueur à suivre. L'année dernière, il était sophomore, il a frappé pour 18 home runs. Alors, en termes de stats purs, c'était pas non plus le plus gros, on va dire le meilleur en termes de stats purs, hein, pour faire simple. Mais en tout cas, il avait un boost, il a amené un boost offensif bienvenu à l'offense de Northwestern, et surtout, il a continué à montrer de belles choses, notamment dans les ligues d'été, parce qu'il était à la Cape Cod League, et il a fait partie des All-Stars, hein, de la Cape Cod League. Maintenant,
c'est pas le joueur dont je vois le plus de mentions. On n'en parle pas forcément le plus, hein, Kukerak, malgré sa très très belle saison. Celui dont on parle le plus a priori, et lui je le connais pas, je vais pas vous mentir, c'est Jack Loche. Alors Jack Loche, de ce que je comprends, c'est un potentiel 5-tool player. Donc forcément, ça attise la convoitise des scouts quand on parle de draft. Ce qui est intéressant aussi, c'est c'est un de ces athlètes multisports. C'est-à-dire qu'il a été aussi euh, quarterback en fait, hein, tout simplement au niveau du football. Je sais pas s'il continue d'être un des quarterbacks au niveau du programme de Northwestern en termes de football, mais je sais qu'il l'a été en tout cas par le passé. Euh, on va voir si justement il a décidé par exemple de commit complètement au niveau du baseball et est-ce que ça va permettre de vraiment voir à l'œuvre ce potentiel dont les scouts raffolent. Maintenant, clairement, pourquoi je les vois pas beaucoup plus haut, c'est que le pitching staff est toujours un peu, on va dire, irrégulier. C'est-à-dire qu'on a des très bons prospects ou des très bons potentiels et on a des joueurs pour lesquels le plafond semble bien plus bas. Et l'année dernière, en termes de pitching staff IRA, en termes d'équipe, hein, c'était 7,65, donc c'est pas fifou. Euh, on va voir comment aussi ils vont intégrer un peu, puisque Northwestern, je l'ai dit, il y a cette, on va dire, il y a ce potentiel, il y a cette excitation, cette émulation, mais aussi pourquoi puisque ils vont aussi enfin avoir leur première classe complète de freshmen, c'est-à-dire que, euh, je veux dire avec leur coach actuel, pardon. Euh, Ben Greenspan, il est arrivé quoi, il y a 2-3 saisons, et Ben Greenspan, il a cette idée de vraiment faire de Northwestern un gros programme baseball. Mais il n'avait pas eu le luxe de pouvoir compter sur une classe freshman qu'il pourrait façonner à sa guise. Et là, en fait, cette année, bah, c'est la première année où il peut vraiment avoir sa première full class freshman, donc sa classe qui vient du lycée, en fait, tout simplement, qu'il va pouvoir intégrer à son roster. Alors je sais pas quels sont les joueurs qu'il a intégrés, quels sont les joueurs qu'il a fini par ne pas intégrer, etc. etc. Puisqu'on rappelle qu'à partir de cette saison, il n'y a que 34 joueurs qui sont inscrits hein, dans les rosters, 34 joueurs acceptés à partir de décembre. Mais en tout cas, le fait qu'il ait les pleins pouvoirs et le potentiel de pouvoir les piocher ici et là, ça peut être aussi un très très bon signe pour un programme qui va vouloir en fait façonner pour 2, 3, 4 saisons le groupe des prochaines saisons, quoi, tout simplement. Donc Northwestern, je les vois toujours en milieu de pack, mais plus aussi bas qu'on pouvait les voir les années précédentes. On peut parler de Maryland. Maryland, depuis le départ de Rob Vaughn, c'est plus ça du tout. L'année dernière, encore une fois, une saison très décevante, alors que pourtant ils avaient dans leur groupe des joueurs intéressants. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que comme pour souvent et comme pour beaucoup d'équipes, le problème venait clairement comment on appelle ça, des pitchers. Lee Harry, au global, je pense qu'il était à 6 quelque chose. Et après, si on regarde au niveau individuel, il n'avait que 3 ou 4 pitchers qui étaient en dessous de 7 d'IRA. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ces 3 ou 4 pitchers, en tout cas, j'en compte 3 parmi les 4 pitchers que j'ai cités, Evan Smith, Logan Hastings et Christopher Cespedes, reviennent. Donc, ils vont être en fait les leaders d'un pitching staff qui est aussi ce qu'on appelle revamped, c'est-à-dire qu'il a été un peu reconstruit pour cette nouvelle saison, et on va espérer que malgré cette avalanche de nouvelles têtes, un nouveau venu, il puisse avoir une certaine progression, parce que sans pitching, la Maryland va avoir encore beaucoup de problèmes. Ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que Matt Swope prend un peu ce virage qu'a pris justement Greenspan dont je viens de parler auparavant, c'est que là, il va vraiment façonner le Maryland des 2 à 4 prochaines saisons, puisqu'il a une grosse classe de freshmen hein, qui est arrivée. Et en fait, quand on regarde l'effectif au global, le nombre de freshmen et le nombre de sophomores, je pense qu'au global, c'est une vingtaine. Alors, c'est-à-dire que le nombre de juniors et seniors est très faible, puisqu'on a 34 joueurs encore une fois au maximum. Donc je regarde le nombre de juniors, ils ont 9 juniors. C'est-à-dire qu'ils ont 10 freshmen, 11 sophomores, 9 juniors. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de seniors quoi, dans l'équipe. Donc ça veut dire que la jeunesse va être là pour pouvoir être, comme j'ai dit, dans cette idée de construction, non pas sur juste cette saison, mais sur 2, 3, 4 ans, tout simplement. Matt Swope a surtout une certaine pression sur lui, puisqu'il était venu remplacer Rob Vaughn.
Rob Vaughn qui a fait quand même passer quasiment les meilleures heures de Maryland en termes de baseball en Big Ten, pour un programme qui a déjà montré des belles choses même dans le passé, mais pas de manière aussi régulière que ce qu'on avait vu sur les 2-3 saisons sous Rob Vaughn. Et Matt Soap, malgré tout le bien dont on a parlé quand il est arrivé, pour l'instant ça tarde à se montrer. Alors, est-ce qu'il va avoir une trajectoire en plus ralenti à la Link Jarrett, par exemple, du côté de Florida State? Le futur nous le dira, mais en tout cas, là c'est clairement une fac en reconstruction, on va dire, au niveau du baseball. Donc, puisque je vous ai cité les 3 pitchers dont j'ai parlé, je pense que on peut s'arrêter là sur les joueurs à regarder, puisque je vois pas forcément d'autres joueurs qui pourraient vraiment être très intéressants. Alors, ils ont un shortstop qu'on nomme Ty Kaunas, ou Kaunas. C'est un freshman, donc on va voir un peu comment il est capable de voilà, combler le trou, parce que shortstop c'est une position premium et il n'y a plus personne là-bas. Ah oui, bah oui, il n'y a plus personne, parce que Chris Hakopian, qui était quand même, on va dire, la star, entre guillemets, d'un Maryland décevant, il est parti du côté de Texas A&M via le portail des transferts. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles pour Maryland. Moi, je vais certainement aller voir des matchs, comme souvent de Maryland d'ailleurs, même si ça risque d'être un peu moins folichon. Voilou. On peut parler d'Illinois. Illinois et Dan Hartleb ont décidé de réorienter le programme vers de la seniorité et de l'expérience en général. Ça s'est bien passé en 2024. Ça a été vraiment l'une des belles surprises de la Big Ten. Ça s'est moins bien passé en 2025. Pourtant, on espérait justement voir encore Illinois continuer sur la lancée de 2024. Clairement, ils ont construit un effectif avec notamment un pitching staff qui doit être de qualité, mais qui n'a pas un plafond très élevé. Par exemple, ils n'ont pas un véritable Friday starter à l'heure où je vous parle. Donc ils n'ont pas un véritable ace, ils ont plein de bons lanceurs. Et après, ça va être très intéressant de voir la stratégie du coup, parce qu'ils ont pas mal de profondeur. Donc est-ce qu'ils vont potentiellement tenter de mixer une approche avec beaucoup d'openers, mais pas forcément de purs starters qui vous mangent beaucoup de manches? Est-ce qu'ils vont finir par établir une rotation? Parce que après, c'est aussi ça le jeu en fonction de la saison et comment ça se passe. Il y a des gens qui vont émerger, etc., etc. Donc il y a des questions, mais en même temps, il y a ce côté, voilà, ils ont de la profondeur en termes de pitching staff, donc normalement, le pitching ne devrait pas être un problème pour Illinois. Et puis Illinois, au niveau offensif, ils ont toujours des joueurs très intéressants. Colin Jennings, le center fielder, je pense que c'est clairement le joueur dont tout le monde va parler, surtout que je pense qu'il est junior cette saison, donc il est potentiellement éligible à la draft, vous le savez maintenant. Et donc l'année dernière c'était 16 home runs, 61 points produits avec 288 de moyenne à la batte. C'était très intéressant, peut-être un peu en deçà en termes de pure stats, mais c'est le genre de joueur qui peut finir meilleur joueur de la Big Ten, tout simplement. C'est le principal joueur dont j'ai envie de parler, parce qu'en plus en termes de comment il est positionné dans le line-up, s'il fait monter encore un peu plus de puissance, il pourrait devenir le clean-up, le 4e frappeur. Sinon il va peut-être rester en 3e position dans le line-up, sachant qu'ils ont Kyle Shupman. Alors Kyle Shupman, c'est un autre joueur très intéressant qui était clean-up l'année dernière, qui avait aussi des stats assez intéressantes. Il y a pas mal de choses, il y a pas mal de choses intéressantes avec Illinois, parce que je lis en même temps, pour pas vous mentir. Il y a pas mal de choses intéressantes, mais on va pas rester trop longtemps sur eux. C'est une équipe qui, soit ça clique, et au fur et à mesure de la saison, on va certainement en reparler si ça clique, soit ça clique pas, et certainement ils vont un peu tomber dans ce milieu de tableau comme la saison dernière, et végéter, et du coup on va pas trop en parler sur la saison. Mais ils sont intrigants. Et donc le joueur à retenir encore une fois, c'est Jennings, Colin Jennings, qui pourrait être un potentiel joueur dont on va parler pour la draft. Voilou. On va parler d'une fac qui a fait plaisir la saison dernière après avoir fait une saison 2022 exceptionnelle, puis après être tombé dans l'oubli complet avec des blessures, des problèmes, des transferts, etc. C'est Rutgers. Rutgers est reparti un peu entre guillemets de zéro, et Steve Owens, leur head coach, a réussi à retrouver un peu l'identité qu'on avait pu voir en 2022 avec une offense qui a commencé à montrer les crocs la saison dernière. Il y a un joueur qu'on va retenir pour moi, c'est Peyton Bones. Peyton Bones, c'est clairement ces fameux 5 tool players. Il est champ centre, center fielder.
L'année dernière, c'est 0.300 de moyenne à la batte, c'est 16 vols de base. Euh, c'est un 5 tool tout simplement, donc c'est vraiment le joueur qui peut être meilleur joueur de la Big Ten, qui peut aussi faire tourner les têtes de beaucoup de scouts. Alors lui, je me rappelle plus de son âge, du coup je peux pas vous dire s'il est éligible pour la draft, mais en tout cas c'est un joueur qu'il va falloir suivre de très près. S'il montre un tout petit peu plus de discipline à la batte et encore plus de puissance à la batte, c'est-à-dire s'il atteint une fiche pas loin des 20 home runs sur la saison, avec pas mal de production hein, de points, etc., plus des stats, pas juste de moyenne à la batte, mais des stats au global encore plus poussées, on va dire, alors on a clairement une des grosses stars de la Big Ten. C'est vrai que dans la Big Ten, il y a quand même Rock Cholowski, dont on va parler un peu plus tard, forcément, qui fait partie un peu d'épouvantail, hein, puisque c'est clairement un Golden Spikes en devenir, en tout cas sur les prévisions et les prédictions. Mais Peyton Bones, hein, c'est vraiment un joueur à suivre pour Rutgers, et autour de lui, il y a d'autres joueurs hein, qui sont très intéressants. Alors je pense que leur shortstop, hein, Yomar Carrera, c'est un joueur dont on voit beaucoup le nom. Alors lui c'était un freshman la saison dernière, donc il a eu une courbe d'apprentissage, mais il a déjà montré des belles choses défensivement. Et apparemment, lors des entraînements d'automne, il est dit qu'il a montré des choses beaucoup plus intéressantes au niveau offensif. Là il est sophomore, est-ce qu'on va voir un leap, c'est-à-dire un bond? C'est ce qu'on va espérer, parce que si lui vient au niveau hein, du reste du line-up, hein, je pense euh, à des joueurs qui sont très intéressants au-delà de Peyton Bones, hein, notamment des transferts comme Trey Wells, hein, le receveur. On a potentiellement une équipe qui va faire peur à toute la Big Ten, en tout cas offensivement. Euh, le pitching staff en soi, c'est peut-être pas leur force, mais c'est pas forcément une aussi grosse faiblesse que ce qu'on a vu genre en 2023 et 2024. Je pense qu'ils sont en train de retouler, on va dire, hein, pour frangliser le tout. Euh, un pitching staff qui devrait avoir un peu plus de profondeur même que la saison dernière. Ça manque de pure star, je pense, en termes de pitcher, mais ça reste homogène. Donc, je pense pas qu'ils vont faire peur à beaucoup d'équipes en termes de pitching, mais par contre, s'ils arrivent à juste rester dans les matchs, pas prendre trop de points, c'est une équipe qui va gagner beaucoup de séries. Après avoir clairement joui d'une belle réputation en termes de factory à pitcher, ils ont réussi à mettre pas mal de leurs pitchers sur les dernières saisons assez haut dans les drafts. Iowa se retrouve un peu à la croisée des chemins, puisque là ils ont perdu d'un coup en fait pas mal de leurs meilleurs pitchers dû à la draft ou à la seniorité. Et ça va être un peu compliqué de se projeter en fait, puisqu'ils ont beaucoup du coup de freshmen ou de jeunes joueurs hein, qu'ils vont devoir mettre à l'épreuve des balles, on va dire. Et c'est ce qui fait que je les vois peut-être un peu plus bas que la saison dernière, parce que je rappelle, la saison dernière, c'était l'un des meilleurs bilans en saison régulière, je pense le troisième, hein, de la Big Ten. 21 victoires et 9 défaites. Là, cette année, avec cette grosse question, bah forcément, je ne peux pas les voir aussi haut pour l'instant. Il va falloir voir juste comment ce jeune groupe réussit à prendre le relais hein, de certaines des meilleures armes, on va dire, d'Iowa la saison dernière. Donc Arik Heller de nous concocter un pitching staff homogène et de qualité, à trouver les bonnes combinaisons, que ce soit au niveau du starting, au niveau du bullpen, etc. Je sais qu'ils parlent souvent de leur two-way player Tyler Guerin. Je sais pas exactement est-ce que ça va juste être un releveur et donc après un joueur offensif, hein, ou est-ce qu'il va être capable de manger des manches, ou est-ce qu'il va juste se fixer à une des deux positions. Ça c'est vraiment à eux de voir. Ils ont deux freshmen dont j'ai vu les noms sur DR Baseball, je les connais pas, hein, ce sont des freshmen, donc je vais juste les citer puisqu'on ne sait jamais. Brody Erlebeck et Nick Terhar, ils sont difficiles à prononcer leurs noms, mais ce sont des noms au cas où ça commence à bien aller, vous allez certainement en entendre parler d'eux dans les épisodes suivants, en fonction de la saison bien sûr. Mais donc, on se retrouve avec un pitching staff à retravailler, à reconstruire. Et Iowa, même si l'année dernière ils me font un peu mentir, mais Iowa ça n'a jamais été, enfin sur les années où je les ai vus en tout cas, ça n'a jamais été genre la grosse offense. C'était clairement le pitching staff qui vous fait le plus gros, et après c'était de l'offense d'opportunité, on va dire, plutôt que vraiment une offense forte.
Je sais que par contre ils ont de l'expérience. L'année dernière, ils avaient un joueur comme Gable Mitchell qui doit être maintenant un bon senior, voire un graduate student, je sais plus. Mais l'année dernière, il était quand même à .329 de moyenne à la batte, 18 doubles, 5 home runs, et surtout une belle discipline, hein, plus de walk provoqués que de strikeout concédés. Euh, on va voir après si des joueurs comme Jackson Frost sont capables, hein, de montrer ce qu'ils ont montré en termes de promesses, est-ce qu'ils sont capables de vraiment avoir des breakout years. Sans ça, ça va être difficile pour Iowa de vraiment exister, surtout qu'il y a maintenant cette question, hein, du pitching staff. Euh, à voir, hein, encore une fois, c'est Tyler Guérin ou Guérin, est-ce qu'il est capable, hein, de vraiment être ce joueur qui voilà, lead votre pitching staff? Est-ce qu'il va vraiment se poser du coup en tant que pitcher? Beaucoup de questions, mais j'ai pas beaucoup de réponses pour être honnête, donc j'ai envie de dire, bah, on va vraiment observer Iowa de loin et voir un peu ce qu'ils sont capables de faire. Voilà, voilou. Alors, il est temps pour moi de vous parler d'une équipe que j'ai adoré regarder les 2 dernières saisons, donc 2024 et 2025. C'est Indiana. Alors, l'année dernière, ça a été une toute petite déception, mais au final, je trouve qu'ils ont fait quand même le taf, puisqu'il faut se rappeler qu'ils ont eu des grosses cylindrées qui sont arrivées en Big Ten, hein, les 4 équipes de Pac-12. Mais c'est vrai que quand on se rappelle qu'ils avaient quand même Devin Taylor, hein, l'un des plus gros prospects de la draft dernière, hein, drafté assez haut d'ailleurs, et puis aussi Corbin Dickerson, c'est dommage de voir qu'ils n'ont pas pu renouveler un peu le parcours de 2024, où ils ont même pu montrer, faire étalage de leur talent jusqu'au tournoi national. Euh, Au niveau de la Big Ten même, je pense qu'ils peuvent encore jouer les troubles faites malgré donc ces deux principaux départs, hein. Euh, Sachant que je ne parle même pas du pitching staff, parce que je me rappelle que au moins Ryan Kraft, faudrait que je vérifie plus tard si Ben Grable est toujours là-bas. Mais c'est possible qu'il ait aussi été drafté. Là, vous allez vraiment me pardonner, parce que pour vous, c'est 2 épisodes différents, mais pour moi, ça fait quoi? Ça fait 4 heures que je parle, que je parle tout seul. C'est super. Euh, mais là, je commence vraiment à galérer au niveau de la parole, donc vous me pardonnerez. J'espère que je vais rester le plus clair possible jusqu'à la fin de ce double épisode. Et bref, revenons à nos moutons. Donc je sais que Ryan Kraft, normalement, est parti. Euh, Qu'en est-il de Ben Grable? Il est parti aussi. Et même Cole Gilly. Donc en fait, trois des gros lanceurs de Indiana, notamment Ryan Kraft, hein, sont donc partis. Euh, Oh wow! Et je lis en plus que le pitching coach, alors là je viens de l'apprendre parce que je lis en même temps que je vous parle, le pitching coach, un Dustin Glenn qui a vraiment refaçonné le programme, hein, sur cette première partie des années 2020, il est parti. Oui, je suis bête, il est parti du côté des Nationals. Ben oui, il est parti à Washington. Et on parlait justement de ces coachs d'université et autres qui partent au niveau supérieur, même si c'est pas là le même mouvement qu'Anthony Vitello, parce que c'était pas un head coach et c'est pas pour devenir un manager. Mais bref, donc oui, il y a tous ces départs, j'avais complètement zappé. Excusez-moi. Bah du coup, forcément, ça ajoute encore plus de ce côté un peu incertain, hein, puisque maintenant, ils vont devoir travailler avec un nouveau pitching coach. J'ai pas son nom, je vais pas vous mentir. Euh, Ce qui est intéressant pour eux, par contre, c'est que j'avais vu dans la liste des transferts, ils ont récupéré euh, des lanceurs qui ont soit prouvé, soit un bel upside. Je pense notamment à celui de North Kentucky. C'est Connor Lynn. Je pense qu'il y a Tony Neubeck aussi de Missouri. Ouais, c'est ça. Et surtout, au niveau du line-up, malgré les départs dont j'ai évoqué les noms, notamment Devin Taylor, je pense que la relève est bien là, et plus que là, puisqu'on se rappelle quand même que le Big Ten Freshman of the Year, Jake Hanley, est du côté d'Indiana. L'année dernière, c'est 14 home runs, c'est 54 points produits, c'est un OPS de 1.004 et .333 de moyenne à la batte. Ça a été une saison exceptionnelle pour lui. Et je pense qu'il peut vraiment reprendre le flambeau d'un Devin Taylor et pourquoi pas même dépasser au niveau de production offensive ce qu'un Devin Taylor a pu apporter sur ces 3 saisons à Indiana. Là, il devient sophomore, donc on peut espérer au moins une progression continue, voire pourquoi pas une breakout year. Mais s'il y a une breakout year, là, on parle d'un meilleur joueur Big Ten potentiellement au niveau d'un Rock Cholowski, encore une fois. Il
Il y a des joueurs que j'ai bien aimé aussi du côté d'Indiana. Alors Indiana, c'est pour le coup, comme j'ai dit, c'est une fac un peu coup de cœur, donc c'était facile de les suivre, surtout avec un Devin Taylor que je regardais notamment par rapport à la draft. Mais il y a des Cooper Malamazian, il y a Hogan Denny aussi qui avait fait une très belle saison, et tout ça, c'est des joueurs en plus qui étaient freshmen, donc il n'y a pas que Jake Hanley. C'est-à-dire qu'ils ont toute cette classe de freshmen qui a appris un an d'expérience, qui est que sophomore, qui est encore là au moins pour 1 à 2 saisons, modulo les transferts, etc., etc. Ça reste un effectif quand je regarde qui est très intéressant, mais c'est vrai que les départs, à part ce côté incertain, c'est pourquoi j'en parle entre guillemets aussitôt. Mais attention Indiana, ils ont une classe du coup de sophomore très talentueuse, et ça va être intéressant de voir comment ils se dépatouillent euh, le- dans un principe où ils sont un peu moins entourés d'expérience, quoi. C'est tout. En tout cas voilà, Indiana c'est dans le milieu du tableau, et pourquoi pas la partie haute du milieu du tableau pour moi. J'ai envie d'enchaîner, du coup juste après Indiana j'ai envie d'enchaîner avec Michigan. Michigan l'année dernière c'est 16 victoires, 14 défaites. Tracy Smith qui a euh, fait du très bon travail, tout simplement. Euh, Michigan, je le rappelle, c'est une fac quand même qui a su compter au niveau du baseball dans la Big Ten, qui était sur une pente descendante sur cette première partie des années 2020, avant un beau retour, je trouve, moi, la saison dernière. Bon, après, ils avaient quand même un effectif bien, bien taillé. Euh, on va voir un peu ce qu'ils vont être capables de faire, sachant qu'ils ont quand même perdu des joueurs clés. Je pense notamment à Dylan Vick. Dylan Vick, c'était un de leurs pitchers, un de leurs plus gros pitchers, qui a fait d'ailleurs une très belle saison. Il est parti en transfert du côté de Georgia, donc en SEC. L'année dernière, c'était au niveau du pitching staff, au global, c'était 4,97 d'IRA de moyenne, ce qui est pas mal du tout en college baseball. Euh, qui va pouvoir vraiment, vraiment accompagner Tate Carey. Alors, Tate Carey, j'en ai pas parlé, c'est clairement la belle surprise de Michigan la saison dernière. C'était un freshman lanceur, et il a été exceptionnel. 3,63 d'IRA, un whip de 1,21 en tant que freshman dans une, c'est peut-être pas la meilleure des conférences, mais dans une conférence quand même cotée, et surtout dans une fac qui a aussi fait des tournois hors conférence relevés. Euh, il est très intéressant. Sa balle rapide est quand même pas mal. C'est une tendance maintenant des années 2010-2020, savoir ces balles rapides qui dépassent au moins les 94-95 miles par heure. Il a une change-up aussi qui est très intéressante. C'est quelqu'un aussi qui a été très bon en termes de commande. Pour un freshman, c'est souvent le problème qu'on peut voir, le contrôle de la commande. Lui, ça n'a pas été un gros problème. Il n'a walk que 7% des frappeurs qu'il a face, on va dire. Et donc, à côté de lui, il faut voir qui va pouvoir l'entourer. Je sais qu'il y a des joueurs comme Kurt Barr qui, à défaut d'être exceptionnels, sont des lanceurs fiables, 4,65 d'IRA, et surtout que lui c'est un senior, donc il peut apporter cette expérience. Mais j'ai pas non plus trop d'autres joueurs. Je regarde. Ouais, il y a David Lally Jr., je me rendais pas compte qu'il avait autant lancé l'année dernière. Alors lui, c'est un lanceur droitier, il est plutôt grand. Sa balle rapide, et c'est pourquoi il est connu, c'est une balle rapide qui peut toper les 96-97 miles par heure. C'est pas forcément le lanceur le plus fiable, mais c'est un lanceur avec un bel upside en fait. Mais c'est à peu près tout ce que j'ai en termes de noms que je peux citer pour les pitchers. Euh, et en termes de joueurs, dans le line-up, ça va être compliqué. Ils ont perdu de joueurs à la draft. Est-ce qu'il leur reste ici J'essaie de vous trouver au moins un nom d'un joueur. Alors, ok. Colby Turner. Un joueur assez versatile, enfin qui a de l'expérience. Waouh, le français ça devient compliqué. Expérimenté, c'est le mot que je cherchais. Qui peut jouer en deuxième base, qui peut jouer aussi dans l'outfield, qui peut aussi dépanner dans d'autres positions de l'infield au besoin. C'est pas le joueur qui a la plus belle régularité à la batte, mais il peut vous apporter cette sorte d'étincelle dont j'aime bien vanter le mérite en college baseball. C'est ce qu'on appelle un streaky hitter, c'est-à-dire qu'il peut avoir des moments où il est très chaud, des moments où il est très froid. C'est très irrégulier, mais par contre ça peut spark un peu une offense. C'est sa défense sur laquelle on va compter le plus pour le coup, comme j'ai dit, un joueur versatile très intéressant que tu peux utiliser un peu partout pour la défense surtout.
Mais derrière lui, je vois pas non plus moult et moult guys. C'est pourquoi je vais m'arrêter là. On verra bien sûr au fur et à mesure de la saison s'il y a des joueurs justement qui pop et qui sont des belles surprises. Et là, on pourra un peu plus parler de Michigan. Ils peuvent jouer les troubles faits en haut, surtout qu'il y a une certaine euh, progression à attendre pour un programme qui veut aussi remonter tout en haut de la Big Ten. Donc je suis intrigué par Michigan, mais je ne les vois pas non plus tout en haut pour l'instant. Il est temps de parler de notre première ex-Pac-12 en Washington, Washington de Eddie Smith, qui est enfin le coach dont Washington avait besoin. On sait qu'il y a eu pas mal de problèmes et d'instabilité au niveau du coaching pour Washington, surtout sur la fin de période Pac-12. Mais avec Eddie Smith, ils ont créé vraiment une identité autour de la défense. Euh, c'est une équipe déjà qui a expérimenté parce qu'ils avaient fait pas mal de transferts bien sentis. C'est vrai qu'à l'époque, ils avaient Eva Arquette et c'était encore un peu compliqué. Ils l'ont transféré du côté d'Oregon State. On sait, Eva Arquette, un des plus gros prospects de la draft dernière. Bah, en fait, ça a été un mal pour un bien. C'est-à-dire que c'était un joueur élite, donc ça leur a forcément fait du bien de toujours l'avoir. Mais en fait, ils ont pu en fait reconstruire des choses autour bien sûr de AJ Guerrero. AJ Guerrero, par contre, bah, du coup, il est parti. Lui aussi, les sirènes du monde professionnel l'ont sonné, enfin, ont sonné pour lui. Donc, c'est peut-être la question sur laquelle on peut se poser le plus de choses, enfin, sur laquelle le plus de choses peuvent se poser pour Washington. Mais il y a quand même la plupart des joueurs qui sont toujours là. Et surtout, comme j'ai dit, cette capacité à être une très belle défense, surtout en college baseball, ça a vraiment enfin, ça peut être vraiment quelque chose qui peut leur permettre de viser plus haut cette saison. L'année dernière, déjà, ils terminent 5ème de la Big Ten, c'est déjà super. Ils étaient un peu short à cause de leur bilan au global, 29 victoires, 28 défaites, c'est-à-dire qu'ils ont eu un bilan négatif hors conférence, puisque je rappelle, ils terminent en 17-13 dans la Big Ten. Mais aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont réussi en fait, ils ont pas cherché la facilité, tout simplement. Ils ont réussi, via le calendrier qu'ils se sont concoctés hors conférence, à se confronter à ce qui peut se faire de mieux en termes de college baseball. Et ça a été pour moi une courbe d'apprentissage très importante et très intéressante pour un groupe qui maintenant apporte expérience, habitude à jouer ensemble, une belle défense, et surtout un pitching staff qui revient aussi pour la plupart. Donc même au niveau du pitching, je dirais pas qu'ils ont des grosses stars en termes de pitcher, attention, mais ils ont un pitching staff cohérent, j'ai envie de vous dire. Il y a beaucoup de noms à retenir du côté du line-up. Il y a bien sûr Kaysen Taggart. L'année dernière, c'était quoi? C'était .325 de moyenne à la batte, .963 de OPS, enfin bref. Très intéressant, peut-être un petit manque de puissance, mais c'est un joueur qui est assez dynamique sur base aussi, en témoigne ses 10 vols de base. Il y a aussi Colton Bauer qui est un très bon receveur défensif. L'année dernière, il n'a pas pu jouer à fond à cause des blessures, mais c'est quand même un joueur dont il faut parler. Et bien sûr, Sam DeCarlo, on est obligé de parler de Sam DeCarlo, c'est leur shortstop, un défenseur qui peut être élite à certains moments. Il a eu des petites blessures apparemment cet été, je viens de le lire là au moment où je parle, et surtout, c'est peut-être pas le joueur le plus incroyable offensivement, mais quand vous avez un tel shortstop défensif dans votre système déjà défensif, c'est un plus. Et surtout, ce que je veux dire, c'est que il est en train de montrer apparemment une certaine amélioration au niveau de son approche à la batte. L'année dernière, c'était pour un 825 d'OPS. C'est d'ailleurs son carrière high. C'est un senior, donc bien sûr éligible pour la draft. Et c'est un joueur, il paye pas de mine quand vous le voyez, mais qui est très important pour Washington. Et c'est clairement, je pense, lui qui va devenir ce leader, peut-être pas forcément leader offensif, mais ce leader en général pour Washington, sachant qu'ils ont perdu encore une fois AJ Guerrero. AJ Guerrero, il pouvait tout faire, défense, offense, bref. Je pense que d'ailleurs c'est le all-time, c'est le joueur qui a frappé le plus de home run all-time pour la fac de Washington, AJ Guerrero. Donc vraiment un joueur qui va être, qui va manquer. Mais j'ai envie de dire que je crois beaucoup en Washington cette saison, peut-être pas pour briguer le titre de Big Ten, attention, mais pour, encore une fois, faire une belle bataille au moins dans la conférence. Hors conférence, on verra en fonction du calendrier, en fonction aussi de ce qu'ils sont capables de faire. Il faut rappeler qu'il y a quand même une certaine logistique, quand vous décidez d'ajouter dans du hors conférence des programmes qui sont assez loin, ça vous arrange pas, sachant que déjà en Big Ten, pour eux, il y a des voyages qui peuvent être assez compliqués.
Mais en tout cas, on va vérifier ça de très près. Washington, ça peut être une des belles histoires de la saison. On va parler des Nittany Lions, Penn State. Penn State, avec un head coach qui a fait plus que ses preuves, on en a parlé moult fois à Boston College, quand il était en ACC, c'est Mike Gambino. Il a amené le programme à plusieurs tournois nationaux, etc., etc. Et quand il est arrivé à Penn State, mais il y a maintenant 3 saisons de cela, si je dis pas de bêtises, enfin 2 saisons, et ça va être la 3e saison à Penn State, il est arrivé avec cette idée de récupérer beaucoup de joueurs avec un bel upside, qui était un peu barré par les concurrents dans des grosses facs, je pense notamment à Paxton Kling. Et il avait réussi à avoir je trouve, des bons résultats. Alors, ça s'est pas traduit par exemple un titre de Big Ten et puis un voyage au tournoi national, etc., etc. Mais par contre, ça s'est traduit par s'établir parmi le haut du gratin de la Big Ten de manière régulière. Et derrière, c'est 15 victoires, 15 défaites, donc pile à l'équilibre. Ils sont à peu près 7ème de la Big Ten, 7ème sur 17, c'est pas si mal quand on connaît encore une fois les équipes qui sont entrées en Big Ten. Et surtout, 33-23 au global. Je pense que ce qu'il voulait faire dans un premier temps, comme je l'ai dit, c'était beaucoup de transferts pour amener très vite du talent. Et ensuite mettre en place ce qu'il voulait faire en termes de politique. Là, il a beaucoup travaillé apparemment sur cette saison sur ajouter de la densité en termes de roster, donc bien sûr de la profondeur. Est-ce que on peut avoir des grosses questions? J'ai envie de dire que oui, les principales questions, comme beaucoup de facs, c'est clairement au niveau du pitching. Ce qui est intéressant pour eux, c'est que ils ont toujours Ben Hudson. Ben Hudson, c'était un bon lanceur-releveur de West Virginia, qui a donc transféré du côté de Penn State pour avoir plus d'options, on va dire. Et l'année dernière, déjà, c'était 3,95 d'IRA. Il a fait du bullpen, mais il a aussi dépanné en tant que starter. Et on pourrait le revoir, surtout avec une certaine expérience, peut-être un peu plus jouer encore plus... un peu plus apporter en tant que starter, pardon. Est-ce qu'on peut parler de Colin Fitzgerald? Oui, Colin Fitzgerald, je pense que ça va être l'ace. C'est peut-être pas le joueur qui a les chiffres les plus incroyables, mais par contre c'est un joueur qui vous permet d'avoir beaucoup de manger et vous garde dans les matchs. Comme je le dis à chaque fois, surtout en college baseball, c'est très très important de ne pas prendre trop de runs, de ne pas prendre trop d'éclats, et c'est clairement ce qu'il vous apporte. Et donc, j'en parlais de Paxton Kling. Paxton Kling était un peu en train de highlight cette classe de joueurs transférés avec un fort potentiel qui ont fini donc maintenant par quitter Penn State du fait de la draft principalement. Donc Paxton Kling est parti, Ryan Wade Garner est parti, Ryan DeSanto est parti, Chase Rainer est parti, tout ça c'est la draft. Et ça c'était clairement les meilleurs joueurs de Penn State, très clairement. Je pense par contre, alors je vérifie, Bryce Molinaro, il a été drafté mais au 17ème tour par les Nationals, donc il revient. Pourquoi pas parier un peu plus sur lui-même et espérer être drafté plus haut. C'est un senior maintenant. L'année dernière c'était quoi? C'était 13 home runs et 61 points produits. Ça va pas être de trop dans un line-up qui va devoir du coup être reconstruit. Et c'est peut-être clairement les questions auxquelles il va falloir répondre. Pour y répondre, je sais que ils ont encore travaillé sur cette fameuse stratégie de récupérer des gros transferts. L'un des principaux transferts que j'avais noté, c'est Jaden Davis. Il nous vient de Vanderbilt. En fait, Jaden Davis, c'est vraiment le prototype type de ce qu'on voit maintenant en termes d'étudiants athlètes au college baseball, puisqu'il a commencé à Samford, puis après il a transféré à Vanderbilt, du coup dans un programme premium, puis là maintenant il est arrivé du côté de Penn State, donc c'est-à-dire 3 facs en 4-5 ans d'expérience au niveau college baseball. C'est clairement le prototype type de ce qu'on voit maintenant au college baseball. Mais l'année dernière, c'était encore un gars en 469 de slugging percentage, 321 de moyenne à la batte. Il est capable vraiment de vous apporter de la production de manière régulière. Il y a un autre joueur qui a transféré, mais lui, honnêtement, je sais pas. Est-ce que c'est par rapport à un upside que eux ils voient? Moi, je connais pas, je vois que les chiffres. Et l'année dernière, à West Virginia, c'était pas ouf. C'est Spencer Barnett. L'année dernière, c'est 779 d'OPS. C'est un 3ème base. Enfin, c'est un infielder parce qu'il a dépanné en 3ème base, mais je pense pas que ce soit la 3ème base de base. C'est peut-être plus pour la défense pour le coup, Spencer Barnett. Mais c'est pas un nom que je vais forcément vous dire de retenir. En tout cas, pour l'instant, sauf s'il me fait mentir. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup d'interrogations sur
qui va pouvoir remplacer toute cette classe de joueurs qui a été draftée, highlightée bien sûr par les Paxton Kling. Donc Penn State, à voir. Il pourrait avoir une saison plus délicate que la saison dernière et la saison d'avant, mais en même temps, j'avais dire que vu que cette stratégie est là depuis 3 ans maintenant, ils ont peut-être cette expérience, cette habitude que moi je ne vois pas là, juste en vous parlant de noms dont j'ai écho, et peut-être qu'ils vont me faire mentir tout simplement. Voilou. Et là, je pense qu'on rentre dans le haut du panier maintenant. C'est la dernière partie du podcast. J'ai fait une transition musicale impromptue, désolé. Mais il fallait que j'aille respirer un peu, prendre un petit thé. Pour vous, ça ne change rien. On rentre dans le haut du tableau pour moi, encore une fois. Et on va commencer par Nebraska. Nebraska, l'année dernière, c'est 15 victoires, 15 défaites en termes de saison régulière, donc c'est pas forcément la plus grosse saison régulière de Big Ten, mais par contre c'est un tournoi de Big Ten avec ce sentiment d'urgence, parce que c'était pour eux quasiment la seule façon de se qualifier au tournoi national. Et bien leur en a pris, parce qu'ils ont été exceptionnels lors de ce tournoi. Ils ont notamment battu UCLA en finale du tournoi du Big Ten. Et ce qui est marrant, c'est que la saison d'avant c'était la même chose. Ils avaient réussi à remporter encore une fois le tournoi de Big Ten. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que les deux saisons en 2024 et 2025 sont très comparables dans la formule qu'ils ont utilisée. Et j'aime bien ce que dit d'ailleurs derrière Baseball là-dessus, c'est vraiment cette idée de formule défense et pitching. Défense et pitching. Et j'ai envie de dire que cette année, ça va être un peu la même chose, puisque cette année, ils ont toujours leur ace, Ty Horn. Ouais, Ty Horn est toujours présent. L'année dernière, c'était clairement l'un des meilleurs lanceurs de Big Ten. C'est pas encore une fois les lanceurs les plus impressionnants, mais ce qui est intéressant avec lui, c'est quand il est capable de vous, comment je peux dire ça, de vous frapper avec son principal combo, c'est balle rapide slider. Cette balle rapide slider combo est très 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 intéressante. Alors, pour être un pitcher starter au plus haut niveau, il faudrait qu'il ait un combo que ce combo là soit aussi efficace que le même combo qu'a, comment il s'appelle, Jacob deGrom. Si je vous donne un exemple d'un gars qui a construit sa carrière principalement, il n'avait pas que ça, mais principalement autour d'un combo, un one-two punch, fastball et une balle cassante, j'ai pas de les comparer en tant que tel, je veux dire, j'imagine bien que Ty Horn rêverait d'être Jacob deGrom, mais c'est juste pour vous donner un ordre d'idée, si on fait une projection MLB pour un nom qui vous fait plus sens. Mais c'est vraiment un joueur qui peut être très 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 efficace et qui va certainement continuer d'être un peu la star des pitchers de Nebraska. En termes de pitcher, ils ont aussi récupéré le pitcher de l'année en MAC, Cooper Katski. Donc c'est à dire que pour les starters du week-end, ils sont pareils, ils ont déjà le starter du vendredi, Ty Horn, le starter du samedi, Cooper Katski. Ils ont des joueurs aussi dans le bullpen, je pense à Tucker Timmerman qui sont très intéressants. Et puis après, si on regarde un peu au niveau du line-up, tac. Je suis en train de regarder, est-ce qu'ils ont un joueur que... Enfin, en fait, ils ont plein de joueurs moyens. Je sais pas comment dire. Ils ont beaucoup de joueurs moyens. C'est un peu péjoratif de le dire comme ça, mais je veux dire, qui sont bons mais pas exceptionnels. Donc, j'ai pas un nom à vous sortir, même si on peut dire que, par exemple, Dylan Carey, Joshua Overbeek, parce que ce sont des seniors, vont continuer à apporter, en tout cas au niveau défensif. Niveau offensif, c'est clairement le problème de toute façon de Nebraska ces dernières saisons, c'est le niveau offensif. Case Anderson, le premier à base, peut-être, s'il trouve de la régularité, parce que c'est quelqu'un qui est capable de montrer de la puissance. Max Butentak, je regarde un peu les stats en même temps que je vous parle, en fait, mais il n'y a rien de transcendant. J'ai pas envie de gâcher l'excitation, mais restons sur la défense et sur le pitching. Clairement, Nebraska va travailler autour de ses pitchers pour pouvoir continuer à gratter des victoires, et on espère que l'offense va cliquer un peu plus, parce que par contre, si l'offense se met vraiment à répondre présent, là on a potentiellement une équipe qui peut dire à UCLA et à Oregon, hop, il n'y a pas que vous ici.
Mais bref, on va regarder un peu l'évolution de Nebraska. Euh, Prenons le temps de parler quelques minutes de USC. USC, la fac la plus titrée de l'histoire, comme j'aime à le rappeler, mais qui, dans l'histoire moderne du collège baseball, ne pèse plus autant, mais qui, malgré les remous, que ce soit logistique, parce que je le rappelle que ils ont dû jouer à l'extérieur même étant à domicile, puisque le Rod Dedeaux Stadium est en reconstruction, etc., etc. Donc non seulement il y a eu ça, plus la nouvelle logistique liée aux déplacements en Big Ten, qui sont beaucoup plus lointains que ce qu'ils faisaient lorsqu'ils étaient en Pac-12. Plus aussi, il faut le rappeler, c'est que le programme, avant que Andy Stankiewicz le récupère, était un peu, entre guillemets, on va dire en perdition, c'est peut-être un grand mot, mais avait beaucoup plus de mal à se qualifier pour le tournoi national. Eh bien, l'année dernière, ils ont réussi en fait à déjouer les pronostics en se qualifiant justement pour le tournoi national, dû notamment à une grosse performance en saison régulière de Big Ten, 18 victoires, 12 défaites, c'était je pense le troisième ou quatrième bilan, peut-être quatrième de la conférence Big Ten l'année dernière. Et en réussissant aussi de belles performances hors conférence, parce qu'au global ils avaient 37 victoires pour 23 défaites, on a retrouvé la bande de de Californie du Sud, du côté de tournoi national, et c'était quelque part un grand soulagement de retrouver un tel programme enfin de retour à pareille fête. Maintenant, tout n'est pas simple à l'orée de la saison 2026, puisque il y a beaucoup de joueurs qui sont partis, que ce soit du fait de la draft, mais aussi du fait des transferts. Je pense notamment à Braden Dowd. En gros, les meilleurs joueurs de USC l'année dernière sont tous partis. Leur pitcher, comment je peux dire ça, il est assez peu commun, mais c'était un peu leur ace, même s'il a un style de pitch spécial. Caden Aoki n'est plus là, Caden Hunter aussi n'est plus là, lui aussi weekend starter. Ethan Hedges n'est plus là, lui c'était leur two-way player. Donc Braden Dowd, j'ai parlé, un transfert. Et puis Bryce Martin Jelanek, aussi parti. Ça nous fait en fait que va falloir remplacer toutes ces stars avec pas mal de joueurs quand même qui reviennent avec une certaine expérience maintenant. Et puis avec aussi des transferts bien sentis. Donc on va voir comment ça va se passer pour eux. En tout cas, ça va pas être si simple que ça. En termes de stars, est-ce qu'on a vraiment des stars? J'ai envie de dire que Adrian Lopez peut un peu prendre ce rôle dans le line-up, en tout cas, de star. Adrian Lopez, il était d'abord à Long Beach State, en Big West. C'est là où il s'est révélé. Puis ensuite, il a transféré donc l'année dernière du côté de USC. C'est un géant, 6'4", 6'4", c'est quoi, c'est 1m93 peut-être, 94, qui peut jouer un peu partout dans l'infield notamment, puisqu'il a joué troisième base, shortstop à Long Beach State, il a joué première base du côté du USC, il a même fait un peu d'outfield d'ailleurs. Ce qui est intéressant surtout, c'est que l'année dernière, c'était déjà une belle présence à la batte. .329 de moyenne à la batte, c'était 8 home runs, 52 points produits, 21 doubles, et on va espérer qu'il puisse augmenter cette production pour pouvoir en fait aider un line-up qui paraît un peu dépeuplé à pouvoir toujours performer. On va regarder aussi du côté des pitchers, puisque des côtés des pitchers, on a perdu encore une fois Kaiden Aoki, mais par contre, on a aussi on a récupéré, pardon. Oui, quelque part on l'a récupéré, c'est Edwards, alors je me rappelle plus son prénom, mais Edwards, il avait été blessé, il a loupé pas mal de matchs, il a donc recommencé en tant que joueur dans le bullpen avant de finir la saison dans la rotation du week-end sur le dernier mois de saison régulière. Et il a terminé avec un ERA de 3,86 sur un échantillon assez faible. Mais tout ça pour dire que maintenant qu'il est normalement débarrassé des blessures, ça pourrait être lui en fait l'ace de USC. Maintenant ça peut sembler être un tout petit peu, comment je peux dire ça, un tout petit peu limité.
On va voir en fait surtout aussi comment les transferts vont s'intégrer, puisque ils ont quand même récupéré quelques joueurs. Je pense à Ace Whitehead qui nous vient de Texas quand même. Euh, on va voir comment ces transferts peuvent s'intégrer au niveau du pitching staff, que ce soit en termes de starter ou en termes de bullpen. Mais c'est vrai que ça peut poser quelques interrogations. Donc c'est vrai que c'est difficile à dire ou à évaluer USC. Je pense qu'ils sont quand même sur une bonne phase, une bonne route. Ils sont capables de pouvoir continuer à performer en tout cas en Big Ten. Maintenant, est-ce qu'ils vont être capables de faire une aussi belle saison que la saison dernière? Ça, je ne sais pas. Enfin, personne ne sait, mais je veux dire, c'est difficile à dire puisque ils ont moins de certitude en fait à l'entrée de la saison que d'autres équipes dont on va parler juste après. Mais en tout cas, je tenais quand même à les féliciter déjà pour la saison dernière et à montrer que je crois quand même en eux parmi le haut du tableau Big Ten. À eux de prouver et me donner raison. Voilà, voilou. Une page se tourne du côté d'Oregon. On a vu partir bien sûr Mason Neville, l'un des meilleurs joueurs de la saison dernière, avec notamment 26 home runs, ce qui était un career high. Comment je vais dire ça? C'est pas un career high que je veux dire. Je veux dire en fait c'est un season high plutôt dans l'histoire de la fac. C'est-à-dire que personne à Oregon n'avait réussi à frapper pour 26 home runs sur une saison. Mason Neville l'a fait. Et puis il y avait l'ancien, Jacob Walsh, lui aussi quelque part une star, un leader, en plus d'être une star, qui a donc quitté Oregon après sa seniorité, avec au final dans sa carrière 59 home runs pour la fac, ce qui est aussi un historique high au niveau carrière pour n'importe quel joueur dans l'histoire d'Oregon. Je sais pas si c'est clair, parce que mon français a disparu sur cette fois de podcast. Mais tout ça veut dire que voilà, ce sont deux légendes en fait qui sont partis, sans oublier qu'il y avait aussi Henson Arrows. Je pense qu'il a été drafté d'ailleurs, Henson Arrows. Faudrait vérifier, mais je pense qu'il est plus là aussi. Donc j'allais dire, ils vont compter sur Henson Arrows l'année prochaine, mais non. Ouais, c'est ça, il est parti. Alors, je pense que c'était à la draft. En plus de ça, c'est pas les seules pertes, puisque là on a parlé côté line-up, mais si on regarde côté pitching, Grayson Grinsell est parti. Je pense que Jason Ritz aussi est parti. J'en oublie aussi quelques-uns. Donc tout ça pour dire qu'il y a quand même pas mal de joueurs du noyau de l'équipe qui a été championne de saison régulière de Big Ten, après avoir fait une dernière saison Pac-12 énorme aussi. Ce noyau est parti, on va dire. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'ils avaient des joueurs déjà très très bons qui étaient en train déjà de prendre le relais, d'apprendre, on va dire, entre guillemets, le métier, de prendre le relais, en tout cas dans le line-up tout d'abord. Je pense bien sûr à Maddox Moloney, qui est un joueur dont on va certainement entendre parler par rapport à la draft. L'année dernière, c'était .969 d'OPS, c'était aussi 10 bases volées. Il a son compère, d'ailleurs c'est assez marrant parce qu'ils sont des chiffres assez similaires, mais son compère du line-up, c'est Ryan Cooney. Ryan Cooney, on en parle moins que Maddox Moloney en général, mais pourtant c'est un joueur qui a aussi fait montre de très belles choses l'année dernière. C'est .945 d'OPS, et de manière similaire, c'est aussi un joueur qui a volé 15 bases. Donc pourquoi je m'arrête là-dessus? Parce que ce sont deux joueurs qui n'ont pas encore fait montre de puissance. Par exemple, Cooney, l'année dernière, c'était le joueur qui avait la meilleure moyenne à la batte de l'équipe, c'était .335. Donc ce qui montre qu'il a été capable quand même de contacter et d'aller sur base assez facilement, mais par contre, il n'a pas des chiffres impressionnants en termes de production. Par exemple, en termes de home run, même de double, d'extra base hit, ce genre de choses. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il a montré une certaine discipline, 33 walks provoqués pour seulement 21 strikeouts concédés. On va voir qui, autour de ce nouveau duo d'All-Star, on va dire, va se révéler, puisqu'à chaque fois, quand on voit notamment des leaders partir, il y a cette question de ok, certes, on a des joueurs qui ont été stars, mais stars qui étaient entourés, on se rappelle bien. Donc maintenant, est-ce qu'ils vont prendre la relève et être ces leaders dont Oregon a besoin pour une certaine continuité? C'est toute la question. C'est la seule problématique, comment je peux dire, véritable que je vois, puisque voilà, autour d'eux il y a quand même des joueurs solides, Je pense à Dominic Hellman, l'année dernière c'était quoi, c'est 13 home runs, ouais c'est ça, c'est 13 home runs. Alors peut-être un peu moins impressionnant en termes de ce qu'il a porté, mais c'était un joueur très important, et surtout que pour le coup lui il fait preuve de puissance à la batte.
Je regarde un peu du côté du pitching. Est-ce qu'on a, est-ce qu'on a des pitchers Ok, on n'a pas de pitchers avec des moyennes impressionnantes, parce que les meilleurs pitchers sont partis, comme je l'ai dit, mais par contre, on a des pitchers sur lesquels apparemment ils comptent beaucoup. Je vois que Colin Clark, l'année dernière, c'était un starter sur pas mal de matchs, pas tous les matchs, mais enfin, pas tous les matchs sur lesquels il était éligible, mais sur pas mal de matchs, il a été starter. Je pense qu'il start 13 matchs au final, pour un ERA au global de 4,59, et surtout qu'il avait pitché, lui, pour le coup, de manière durable, puisqu'il avait pitché pour quasiment 70 manches. Donc c'est clairement, je pense, sur lui dont on va, enfin, sur lequel alors c'est Wasilowski, à chaque fois je me trompe sur son nom de famille, Wasikowski, le coach de Oregon, c'est clairement sur ce genre de joueur dont il va devoir s'appuyer et voir et être sûr que la production peut aussi augmenter malgré le nombre de manches qui risque aussi d'augmenter. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais dans son sillage, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut construire pour avoir une rotation assez solide. Je sais que Wilson Ford va être un joueur sur lequel il va devoir compter. L'année dernière, c'était un freshman qui a eu quand même beaucoup de problèmes de commande, qui a eu des problèmes aussi, il concédait trop de walk, je pense que c'était 25% de walk concédés. Par contre, clairement là maintenant en tant que sophomore, sachant qu'il a quand même été un starter sur 10 matchs, on va espérer de lui qu'il puisse être un véritable starter établi. Si on n'arrive pas à avoir des performances des deux joueurs que je viens d'énoncer, alors ça va être un peu compliqué pour Oregon de vraiment, là on parle pas de gagner la Big Ten, ils peuvent la gagner, mais de vraiment avoir un impact quand il s'agit du tournoi national, puisque c'est un clair objectif pour Oregon, c'est d'aller encore plus loin que les années précédentes, et donc de continuer leur progression en montrant que ça peut être une valeur sûre au niveau national. Voilou, vous imaginez bien que je n'ai pas encore parlé de la meilleure équipe. C'est pas juste la meilleure équipe en Big Ten sur cette pré-saison en termes de preview, mais c'est l'équipe qui est projetée le plus haut par DR Baseball par exemple, mais aussi par d'autres médias. C'est bien sûr UCLA, qui en termes de top 25 de pré-saison est donc numéro 1. Alors, j'en ai déjà parlé dans les précédents podcasts, quand on a parlé des bilans un peu plus globaux, des previews un peu plus globales, mais UCLA est revenu tout en haut de l'affiche l'année dernière grâce à plusieurs choses. Tout d'abord, John Savage a pu reconstruire son infield basé sur des shortstops de métier. Muliva Ilevu, l'année dernière, il fait une excellente saison. Il faut savoir que c'est un shortstop à la base qui est donc replacé en première base. Phoenix Cole, si j'ai pas de bêtises, c'est aussi un shortstop qui est replacé en seconde base. Roman Martin aussi, très belle saison. Un shortstop placé en troisième base, et donc Rock Cholowski qui est un shortstop qui lui est vraiment placé à sa position de shortstop, qui je le rappelle était dans les finalistes au Golden Spike. Il aurait pu le gagner, mais c'est Weiwa Aloy qui l'a gagné, mais bon, il a gagné c'est le Dick Hauser qui l'a gagné, enfin bref, il a gagné l'un des autres trophées individuels, pour vous dire en fait que clairement c'était avec quelques autres joueurs le meilleur joueur de la nation, et il est projeté comme étant le meilleur joueur de la nation pour la saison à venir, potentiellement un très très haut choix de draft. Certains boards très tôt dans la saison le mettre premier. Après, comme je dis souvent, ça ne veut rien dire, mais je rappelle quand même ces chiffres avant qu'on digue un peu deeper dans ce que UCLA a à nous proposer en termes de line-up et en termes de pitching staff. L'année dernière pour Rock Cholowski, c'est 23 home runs, 74 points produits, un rate strikeout but sur balle de 45 buts sur balle provoqués pour seulement pour 30 strikeouts concédés. C'est 7 bases volées, c'est 19 doubles, c'est des moyennes à la batte de .353, un OBP de .480, un slugging percentage de .710, un OPS au-delà des 1, je ne l'ai pas là noté, mais c'est au-delà des 1 pour sûr. C'était une saison jeu vidéo pour lui, une saison de rêve. Et clairement, l'idée va être de maintenant, puisque l'année dernière, il était sophomore, mais il était déjà très très bon en tant que leader. Et c'est là-dessus dont on va l'attendre, c'est vraiment le leadership. Continuer à amener ces Bruins tout en haut de l'affiche avec une claire ambition, c'est de repartir à Omaha. Voilà, tout simplement. Gagner le titre de Big Ten, à la limite, qu'ils le gagnent ou qu'ils finissent deuxième, ou que voilà, c'est pas si grave. Ce qui va être important, c'est d'être régulier, de bien sûr ne pas minimiser ce qu'ils vont faire en Big Ten, puisque ça conditionne le reste de votre saison. Mais l'objectif annoncé, très clair, de UCLA et donc de John Savage, leur coach emblématique, c'est de repartir à Omaha, tout simplement, en espérant bien sûr un meilleur outcome, un meilleur résultat que cette saison. Pour ce faire,
John Savage va donc reconduire son infield meurtrier, que ce soit offensivement ou défensivement, ils ont été assez exceptionnels. Et c'est surtout au niveau défensif que John Savage les attend. Attention, lui c'est un coach, il se base encore une fois sur la défense. Et pour avoir une défense digne de ce nom, il veut aussi bien sûr pouvoir compter sur des pitchers voilà, d'un certain standing. Alors, c'est clair que déjà, ce qui est important pour eux, la plupart des joueurs qu'ils avaient sont toujours là. Ça, c'est de 1. La deuxième chose, c'est qu'ils ont récupéré aussi des joueurs très importants, des joueurs, comment je peux dire ça, des joueurs référencés, je cherchais un peu le mot, qui vont avoir un rôle prépondérant, puisque ces joueurs référencés vont devoir prouver pourquoi ils sont référencés et comment ils vont pouvoir s'intégrer dans un effectif qui a été quand même assez exceptionnel. Donc, je vais parler de ces joueurs dans quelques secondes, et notamment de un en particulier, c'est Angel Cervantes. Voilà, on va pas rester là pendant 20 ans. Angel Cervantes, je rappelle, il a été drafté. Il n'a pas été drafté si bas. Je pense qu'il a été drafté limite en 50e position, quelque chose comme ça. Donc il a été drafté très haut en 2025. Mais il a décidé de parier sur lui-même et de suivre son commit du côté de UCLA. Donc, avoir un tel joueur voulu par les scouts et tout ça, par la MLB et tout ça, finalement dire non, que nenni, je compte sur moi, je parie sur moi-même et je retenterai ma chance dans 2-3 ans avec, je l'espère, une position bien meilleure et donc pouvoir bien sûr aussi négocier les sous-sous, c'est pas rien. Ça prouve en fait l'attractivité retrouvée entre guillemets de UCLA. Et pareil, parmi les autres joueurs qui sont venus, il y a Logan Rederman qui était en WCC du côté de San Diego, qui l'année dernière, je le rappelle, c'est 2,29 diarrhées, avec, voilà, il jouait à la fois starter, à la fois en sortant du bullpen, mais il a quand même fait 9 starts, c'est 2,29 diarrhées sur quasiment 60 manches lancées, qui est quand même un bon échantillon. Son rate strikeout but sur balle, c'est 53 strikeouts lancés pour 12 buts sur balle concédés. Donc, ce sont des joueurs qui vont devoir se mettre au diapason, j'ai eu du mal à le dire, mais aussi dans le line-up, et c'est le dernier joueur dont j'ai envie de parler pour UCLA, c'est Will Gasparino. Will Gasparino, il nous vient de Texas. À Texas, il a eu des opportunités, mais pas autant qu'il espérait sous Jim Schlossnagle, puisque l'effectif et le line-up étaient quand même assez denses. Il termine quand même la saison avec une très belle fiche statistique, 13 home runs, 49 points produits. Son problème à lui, c'est la discipline à la batte. Il s'est fait strikeout 63 fois. Mais si on regarde, son slugging percentage, c'est quand même .512. C'est-à-dire qu'il peut au moins apporter un peu plus de pop encore au niveau du line-up de UCLA. Et ce qu'il va vouloir maintenant proposer, c'est surtout de la discipline à la batte, sachant qu'il est draft éligible. Donc il va être temps aussi pour lui de pouvoir montrer que ce n'est pas une sorte d'éternel espoir qui est arrivé à Texas avec des ambitions, mais quelqu'un qui peut vraiment, pour le coup, aider une attaque à se porter tout en haut de l'affiche. Donc clairement, il y a beaucoup de choses intéressantes pour UCLA, quand on sait que, encore une fois, la plupart de l'effectif revient, tout simplement. Ça va être très intéressant de regarder tout ce qui se passe. Tout à l'heure, j'ai énoncé quand même Mulivai Levu. Mulivai Levu va être un joueur très 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 important. Au niveau des pitchers, peut-être, on va parler de Michael Barnett, qui est quand même un joueur qui... Comment je peux dire ça ? Est le joueur utile par excellence, j'ai envie de dire. Il peut être starter. On a Tesla l'année dernière, il a quand même starté beaucoup de matchs. Là, du fait de l'arrivée de Cervantes, qui est quand même projeté comme un starter dès sa saison freshman, et puis les explosions de joueurs comme Easton Hawke, certes closer, mais qui pourrait avoir un rôle accru, on pourrait voir Michael Barnett un peu naviguer de temps en temps, être starter. Pourquoi pas même dans la rotation du week-end, si on voit qu'Angel Cervantes a un peu plus de mal à s'adapter au college baseball.
Des fois, pourquoi pas être starter de midweek aussi pour garder en fait voilà, sa progression continue, parce que maintenant c'est un senior. Et je rappelle qu'en tant que junior, pendant un moment dans la saison, on commençait un peu à entendre parler de lui, pourquoi pas même pour la draft. Bon, au final, ça s'est vite tassé du fait de certaines mesures. Son potentiel ne paraît pas si haut que ça paraît d'être plutôt un joueur qui... euh, comment je peux dire ça? Et c'est pas péjoratif du tout, mais un joueur intelligent à défaut d'avoir une sorte d'upside, c'est pas un diamant brut qui va vous lancer des balles à 100 miles par heure juste comme ça et compagnie. C'est plutôt un joueur qui va travailler chaque batteur de manière précise, patiente. Ça va pas être voilà explosif, ça va pas être étincelant, mais ça va faire le boulot. Et surtout, il va pouvoir vous manger beaucoup d'innings et pouvoir vous permettre de gagner beaucoup de matchs. Donc Michael Barnett, ça va être aussi un joueur très important. Parmi les lanceurs, Landon Stump, bien sûr, qui l'année dernière a fait une belle saison hein, en tant que sophomore, surtout dans un rôle où il a quand même starté beaucoup de matchs. Alors, si je vous dis son IRA 5.02, vous allez dire ouais, c'est moyen, mais il faut comprendre en fait par là que c'est un joueur à la base qui sortait plutôt du bullpen en freshman. Et sa transition en tant que starter dans une rotation du week-end, bah, c'est plutôt quand même pas si mal passé que ça. Il a collecté quand même 6 victoires, il a réussi surtout à rester dans les matchs, c'est ça qui est le plus important à ce niveau-là, et il a quand même lancé pour 75 manches la saison dernière, donc ce n'est pas rien. Donc tout ce beau monde va devoir travailler de concert hein, avec certains aussi freshmen qui pourraient avoir du temps de jeu, on pense à Dominique Cadiz, pour pouvoir envoyer UCLA tout en haut de l'affiche et peut-être pourquoi pas briser un peu l'hégémonie de la SEC en termes de titres, hein, parce que c'est vrai que là on enchaîne les équipes SEC titrées LSU l'année dernière, LSU en 2023, Tennessee en 2024, Ole Miss en 2022, Mississippi State en 2021, 2020 Covid fait partie de la SEC, non je plaisante, 2019 c'est Vanderbilt, 2018, ça doit être 2018 la dernière année où c'est une autre équipe que la SEC qui a gagné, puisque c'est l'aîné de comment il s'appelle, Rutschman, Oregon State. Ouf. Et même là c'était en finale face à Arkansas je pense. Donc là aussi il y avait une SEC en finale. C'est pour vous dire que l'hégémonie SEC est tellement prégnante que bah, ça serait sympa de voir un peu de changement, et UCLA a clairement l'effectif pour être cette équipe qui tape un peu dans la fourmilière et change un peu la hiérarchie au moins pour cette saison à venir. Donc en ayant parlé de tout ça, j'ai fini en fait ma preview Big Ten. Donc vous voyez, on a là j'ai enregistré en totalité pour 5h40. 5h40 hein, d'enregistrement, donc pour vous ça sera beaucoup plus digeste, hein. Encore une fois 2 épisodes, certainement 1h30 à 2h par épisode, c'est quand même assez long aussi, hein. Mais au moins c'est un peu plus découpé. Pour finir, on peut jouer au jeu des prédictions, hein. Je peux vous dire le joueur de l'année en Big Ten, bah, je vais dire Rock Cholowski hein, pour être pour être trop dans la surprise. Je suis sûr que je vous ai surpris. Pour le pitcher de l'année, alors ça va être difficile hein, de vous donner un pitcher de l'année. S'il y avait toujours Grayson Grinsell à Oregon, j'aurais dit Grayson Grinsell, tout simplement. Je regarde à USC, on a qui peut être intéressant. À USC, attention, à USC, ça parle pas mal. Je regarde là sur DR Baseball, là, il parle de, comment il s'appelle, Mason Edwards. Alors je vais voir s'il n'y a pas un autre pitcher qui me dit plus que Mason Edwards, mais sinon on va partir sur lui. Oh ben oui, on va partir avec le pitcher de Nebraska actuellement. On va partir avec Ty Horn. Ouais, on va partir avec Ty Horn. Il est peut-être pas exceptionnel dans le sens qu'il il est pas spectaculaire, mais il fait le taf et moi, contrairement à D1 de baseball, je m'y connais mieux, non je plaisante, je trouve que Ty Horn apporte plus de sécurité là où Mason Edwards apporte plus de potentiel. C'est-à-dire que potentiellement Mason Edwards est un meilleur pitcher que Ty Horn, et par exemple s'il y a des scouts qui viennent, ils vont plutôt regarder Mason Edwards plutôt que Ty Horn potentiellement. Mais Ty Horn, il a déjà prouvé au plus haut niveau, il a quand même aidé son équipe à gagner le titre de Big Ten lors du tournoi de Big Ten la saison dernière. C'est un joueur qui est peut-être pas le plus flashy, voilà, mais vraiment, vraiment très intéressant. Donc pour moi, ça sera lui mon pitcher de l'année. Et après, pour le freshman de l'année, il y a quand même pas mal de choix, mais bon, puisqu'on vient de parler de Angel Cervantes,
il a quand même il a quand même défrayé la chronique, hein. Il a refusé son pick 50 avec les Pirates de Pittsburgh pour venir à UCLA, donc c'est pas rien. Donc j'ai envie de dire que on va dire que c'est un pari gagnant et que c'est lui qui va être freshman de l'année. Voili, voilou. J'espère que ça va être, enfin que ça aura été à peu près digeste, que vous comprenez un peu mieux pourquoi j'ai fini par découper cet épisode Big en 2 épisodes, mais que je voulais quand même garder cet aspect miroir entre Big 12 et Big 10, deux conférences qui ont récupéré des équipes Pac-12, deux conférences qui ont des trajectoires à la fois similaires, à la fois un peu opposées, mais qui auront surtout des choses à gagner, hein. Je pense notamment à la Big Ten. Comme il n'y a plus de Pac-12, elle peut clairement s'établir comme la quatrième conférence puissante, ou au contraire, si ça se passe mal, bah, voir encore plus des mid-majors être considérés comme la quatrième puissance du college baseball, ce qui serait quand même un coup d'épée contre eux, tout simplement. J'espère que ça vous a plu. Merci encore une fois pour tout le suivi, tous les likes et compagnie. Ça fait vraiment, 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 vraiment plaisir. Vu que l'épisode est long, je vais m'arrêter là. Je vous dis tout simplement à très bientôt pour la suite des previews. Allez, ciao.